Bonjour, aujourd'hui on va parler des différentes classes de terpènes. Donc vous savez bien que les hémiterpénoïdes sont les plus petits terpénoïdes connus, où ils sont composés d'une seule unité de carbone, c'est-à-dire une unité de 5 atomes de carbone qu'on appelle l'unité isoprène. Le plus connu est l'isoprène hydrocarboné très volatile. L'isoprène est un biocarburant potentiel, est un élément constitutif précieux, surtout dans la synthèse des polymères dans l'industrie de la chimie. Actuellement, environ 95% de la production d'isoprène est utilisée pour produire du 6,1,4 polyisoprène. Donc, c'est une version synthétique du caoutchouc naturel. L'enzyme isoprène synthase est responsable de la conversion du MAP au produit de l'isoprène. De nombreuses plantes possèdent de l'isoprène synthase, mais la récolte de l'isoprène est très volatile chez les plantes, donc voire même difficile. Par conséquent, on utilise des micro-organismes producteurs d'isoprène cultivés dans un bioréacteur fermé qui offre un système de production plus approprié pour l'isoprène. Donc, on a les hémiterpénoïdes, qui sont des hémiterpènes formés de 5 atomes de carbone. Et ensuite, on a les monoterpénoïdes. Les monoterpénoïdes sont des composés acycliques, monocycliques ou bicycliques en C10, c'est-à-dire 10 atomes de carbone, synthétisés à partir du substrat GPP par des monoterpènes synthase. Il faut retenir bien que pour former les hémiterpénoïdes, on va utiliser l'enzyme isoprène synthase, et pour former les monoterpénoïdes, on va utiliser donc les monoterpènes synthase. Les monoterpénoïdes sont des composants des huiles essentielles. De nombreuses plantes contribuent à la saveur et à l'arôme de ces plantes. Ils ont une grande diversité et sont largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, comestiques, agricoles et alimentaires. Ici, on a encore les monoterpénoïdes. Parmi les monoterpénoïdes, on a le linalol, le menthol, le thymol, le calyptol et camphore. Donc, les monoterpénoïdes sont des composés acycliques, monocycliques ou bicycliques en C10 synthétisés à partir du substrat GPP, comme on l'a dit tout à l'heure, par des monoterpènes synthase. Donc, les monoterpénoïdes sont des composants des huiles essentielles extraites de nombreuses plantes contribuant à la saveur et à l'arôme de ces plantes. Donc, ils ont une grande diversité et se sont largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agricoles et alimentaires. Et quand on parle donc des arômes des monoterpènes, c'est ce qu'on retrouve chez la plante. Par exemple, si vous prenez le basilic, si on prend le gingembre, donc ce qui donne cet arôme, cette odeur, donc sont les monoterpènes. Donc, après les monoterpènes, on a les diterpènes. Les diterpènes sont des hydrocarbures en C20 non volatiles structurellement, divers dérivés du substrat de GPP, GGPP par la famille d'enzymes isoprène synthase, diterpène synthase. Donc, il a été rapporté
qu'ils proviennent principalement des sources végétales ou fongiques. Mais ils sont également formés par certains insectes ainsi que par des organismes marins. La synthèse chimique de ces composés est difficile en raison de leur structure très complexe et l'extraction naturelle est très laborieuse. Donc, la production dans des hôtes microbiens est un grand intérêt, surtout dans l'industrie pharmaceutique. On utilise des bioréacteurs pour pouvoir synthétiser ces diterpènes. Donc, le Taxol, c'est un médicament, donc c'est un diterpénoïde bien connu, utilisé dans le traitement et la gestion du cancer. Il y a aussi les triterpénoïdes. Les triterpénoïdes sont des hydrocarbures donc à 30 atomes de carbone, ce 30, biosynthétisés à partir des 6 unités d'isoprène, où ils partagent, par exemple, les squalènes, qui est son précurseur acyclique. Sur la base des nombreuses manières possibles de fermer les anneaux dans le squalène, un grand nombre de triterpénoïdes ayant une diversité de structures squelettiques peuvent être produits. Donc, à partir du squalène, on peut produire plusieurs autres molécules. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'arrangements moléculaires qu'on peut faire à partir du squalène. Donc, si on arrive vraiment à faire ces arrangements moléculaires, donc ça va donner une diversité des molécules terpéniques. Donc, le squalène lui-même est un antioxydant naturel et est utilisé commercialement dans les cosmétiques, la nutrition et les vaccins. Donc, les triterpénoïdes peuvent être classés en deux groupes principaux. Il y a les types stéroïdiens, donc à 27 atomes de carbone, ok, présents dans le squelette, et les types pentacycliques, c'est 30. Donc, le cholestérol est un exemple des triterpénoïdes stéroïdiens, et le opane est un triterpénoïde pentacyclique. Ici, vous pouvez voir, on a le cholestérol, et les opanes, là, si vous pouvez voir qu'il y a 5 cycles dans les opanes, c'est pourquoi on parle de pentacycle. Une autre classe de terpènes, ce sont les tétraterpénoïdes. Les tétraterpénoïdes, ce sont des composés, donc, à 40 atomes de carbone, qui sont dérivés du phtoène formé par 2 GPP en C20. Donc, on va additionner 2 GPP en C20 pour former un tétraterpène à 40 atomes de carbone dans une réaction de condensation. Donc, on va condenser ces deux molécules, ces deux diterpènes pour former un tétraterpène. Donc, le groupe des tétraterpénoïdes les plus célèbres est celui des pigments caroténoïdes. Les caroténoïdes ont des fonctions biologiques importantes en raison de leurs activités antioxydantes, en plus de leurs utilisations commerciales comme colorants alimentaires, le lycopène, la zéaxanthine sont considérés comme des tétraterpénoïdes. Donc, surtout quand vous mangez de la betterave, tous les aliments donc, qui contiennent des caroténoïdes. Donc, ces caroténoïdes, ce sont des tétraterpènes. OK? Vous allez voir que les plantes vont utiliser ces molécules aussi pour lutter contre les rayons UV. Donc, ce qu'on appelle le stress biotique. Parmi les tétraterpénoïdes, on a le lycopène ici, c'est un composé acyclique,
OK? Vous voyez les cycles là, mais ces cycles ne sont pas fermés. Donc, c'est un composé acyclique. Il y a les zéaxanthines, c'est un composé qui a 2 cycles là-dedans. OK? Importance des terpénoïdes. Prenons l'exemple du taxol, qu'on appelle généralement le paclitaxel. C'est un diterpénoïde isolé pour la première fois par de l'écorce des Taxus brevifolia. Donc, en 1882, il a été approuvé par la FDA, Food and Drug Administration, comme médicament contre différentes formes de cancer, y compris divers carcinomes, l'ovaire, sein, poumon, tête, cou, etc. Le mélanome et le sarcome de Kaposi lié au sida. L'activité du taxol est basée sur l'inhibition de la mitose où il cible la tubuline, causant des difficultés avec l'assemblage du fuseau. Vous savez bien que la tubuline participe, donc lors du réarrangement, OK, des chromosomes au pôle de chaque cellule lors de la mitose. Donc la division cellulaire et également la ségrégation chromosomique est bloquée. Donc c'est pour ça qu'on utilise les taxols. Donc ce diterpène donc va inhiber donc l'action donc de la tibiline. Récemment, le taxol s'est révélé utile dans le traitement des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Ici, vous avez donc la molécule du taxol. Ici, c'est le médicament. Vous voyez donc l'emballage. Donc, c'est composé est extrait de l'écorce de l'île du Pacifique. C'est la structure terpénique centrale avec 20 atomes de carbone et 32 hydrogènes. OK? Nous avons une autre molécule encore, c'est l'artémisinine, utilisée pour traiter des souches multirésistantes de paludisme, Aphalfissa parum, isolée de la plante Artemisia annua, peut être synthétisée à partir d'acide artésinique. Vous vous rappelez, lors de la pandémie, beaucoup de personnes donc, ont utilisé donc, cette plante parce qu'ils pensent que cette plante a une vertu contre la Covid. Donc, un peu d'histoire donc, sur Artemisia qui a été utilisée par les herboristes chinois depuis plus de 1000 ans dans le traitement de nombreuses maladies comme les maladies de la peau et le paludisme. OK? Importance des terpénoïdes toujours. Donc, ils constituent la base des huiles et des extraits, surtout les huiles essentielles. Ce sont des ingrédients qu'on retrouve dans les savons, dans les parfums, dans les médicaments. Donc, leurs activités sont extrêmement variées. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une large spectre d'activités. Il y en a qui agissent comme des insecticides et d'autres comme des fongicides. Donc, prenons les cas des sesquiterpènes, lactones. Donc, ce sont des composés à 15 atomes de carbone qu'on va retrouver dans des familles comme les astéracées, les apiacées. Ils sont particulièrement actifs comme des antifongiques. Ils ont une activité cytotoxique, aussi antibactérien, antitumoraux et inflammatoire. Donc, les triterpènes entrent dans la production des médicaments stéroïdiques, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, ayant des propriétés contraceptives, anabolisantes et anti-inflammatoires. Donc, on va essayer de voir comment on fait l'extraction des terpénoïdes. Il faut savoir que les terpénoïdes sont des substances non miscibles à l'eau, donc c'est-à-dire qui se mélangent pas avec l'eau.
donc de volatilité moyenne et thermostable. Donc, ils ont une stabilité face à la chaleur. Ici, on a un exemple. Dans une chaudière, on va ajouter des matériels végétaux, ok? Et on va fournir de la chaleur en dessous de la chaudière. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la vapeur d'eau vont s'échapper avec donc, les huiles essentielles. Ici, dans ce dispositif, on a un condenseur qui va permettre la condensation des vapeurs. OK? Ici, une fois condensé, on va récupérer donc la solution dans une vase. Mais étant donné qu'il y a une non-miscibilité avec l'eau, étant donné que l'eau est plus dense, on va récupérer l'eau au fond de la vase et au-dessus, on va récupérer l'huile essentielle. Ici, vous pouvez voir ce dispositif qui permet vraiment d'extraire donc les composés terpéniques. Ici, c'est une autre figure qui montre. Ici, on a le matériel végétal. Donc, tout dépend quand on va faire l'extraction des terpènes. On va utiliser plusieurs types de solutions. C'est peut-être une solution aqueuse, une solution alcoolique ou une solution hydroalcoolique. Donc ici, on va mélanger le matériel végétal avec le solvant, soit de l'eau, soit de l'alcool, ou de l'eau mélangée avec de l'alcool, ok, pour former une solution. Donc on va chauffer la solution. Une fois chauffée, après, on va séparer le solvant de l'extrait. Dans le schéma précédent, donc, le solvant, c'est la partie qu'on va retrouver au fond de la vase, et après, on va retrouver l'extrait au-dessus. Donc, c'est la molécule qu'on cherche. Donc, c'est le principe actif. OK? Donc, il faut savoir aussi, la quantité de l'extrait est très variable. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a l'espèce, donc dans quelle espèce qu'on va faire le prélèvement, l'extraction, quelle variété, est-ce qu'on va faire un pré-traitement, c'est quelle technique d'extraction qu'on va utiliser aussi, est-ce que c'est une technique à froid ou à chaud, donc ici on parle seulement de l'extraction à chaud. Il y a aussi la culture, c'est quand on a fait la culture, dans quelle partie de la plante on a récupéré le matériel végétal. Donc, après, on va essayer de faire la séparation. Tout ça, on va avoir une composition variable, comme je l'ai dit tantôt. Tout dépend de l'espèce, tout dépend du technique d'extraction, tout dépend